Le silence de ce parking était si lourd que je pouvais le sentir peser sur ma peau. Mes parents se tenaient là, figés, leur visage un parfait portrait du choc alors qu'ils fixaient ma Rolls-Royce d'250 000 $. 3 ans de silence complet entre nous. Et maintenant, ils étaient enfin forcés de voir que la fille qu'ils avaient rejetée était devenue quelque chose au-delà de leur imagination. Le regard dans leurs yeux valait chaque lutte, chaque larme, chaque instant que j'avais passé à me hisser du fond. C'était la vindication dans sa forme la plus pure. Je m'appelle Chloé Lefebvre. J'ai 29 ans maintenant, et cette nuit-là a tout changé entre ma famille et moi pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi ce moment avait d'un goût si délicieusement doux, vous devez savoir ce que l'on ressent quand on grandit en tant qu'enfant que personne ne voulait. Dans ma famille, j'étais l'enfant numéro 4. L'accident, la réflexion après coup, celle de trop. Mes parents avaient déjà leur ensemble parfait. Mathieu, le premier-né en or qui marchait sur l'eau. Joseph, le fils cadet fiable qui portait leurs rêves. Et Sophie, leur précieuse fille qui obtenait tout ce que son cœur désirait. Puis il y avait moi, l'erreur qu'ils n'ont jamais pris la peine de cacher. L'inégalité dans notre maison n'était pas subtile. Elle vous frappait comme une force physique chaque jour. Quand Mathieu avait besoin de nouveaux vêtements, ma mère en faisait un événement, des virées shopping avec une attention particulière pour les derniers styles, rentrant à la maison avec des sacs de trésors de marque. Quand mon tour venait, c'était « Tiens, la vieille veste de Mathieu. Elle te va encore très bien. » Peu importait qu'elle soit 2 tailles trop grande ou qu'il y ait une tache de ketchup permanente sur la manche. Elle couvrait mon corps et apparemment c'était suffisant. Joseph avait besoin d'un ordinateur portable pour l'école ? Sans hésitation. Un MacBook haut de gamme, sans poser de questions. Sophie voulait des cours de danse ? Bien sûr, princesse, tout ce dont tu as besoin. Mais quand j'avais besoin d'une calculatrice pour mes cours de maths avancés, c'était toujours « Joseph n'a plus besoin de son ancienne. Tu peux l'avoir. » La moitié des boutons manquaient, mais j'apprenais à faire avec. Je l'ai toujours fait. Les vêtements et objets d'occasion piquaient, mais ce qui me brisait vraiment à l'intérieur, c'était d'être invisible quand il s'agissait de mes réussites. Quand Mathieu est entré dans l'équipe de football universitaire, notre maison s'est transformée en un sanctuaire de célébration. Mes parents ont organisé un dîner, invité tous les parents à proximité, pris des photos sans fin. Nos murs sont devenus des galeries dédiées à Mathieu dans son uniforme. Joseph a été accepté à l'université de son premier choix ? Même traitement, barbecue familial, appel téléphonique fier aux proches, mon père éclatant de fierté, racontant à tout le monde son fils brillant. L'art de Sophie a été exposé dans une galerie locale, et mes parents ont agi comme si elle avait été exposée au centre Pompidou. Ils ont invité les voisins à voir la coupure de journal, l'ont encadrée, l'ont placée sur la cheminée comme un précieux artefact. Et moi ? J'ai gagné le concours de maths de la région quand j'avais 15 ans. Première place sur des milliers d'élèves. Je suis rentrée à la maison, serrant cet énorme trophée, vibrant d'excitation, prête à enfin avoir mon moment sous les projecteurs. Ma mère a à peine levé les yeux en pliant le linge de Sophie. « Oh, c'est bien, chérie. Peux-tu aider ta sœur avec ses devoirs d'algèbre ?» C'était tout. Pas de célébration, pas d'appel téléphonique, pas de moment de fierté parentale, juste « c'est bien » et immédiatement rediriger ma réussite vers l'aide à quelqu'un d'autre pour briller plus fort. Je suis restée là, tenant ce trophée, me sentant rapetissée jusqu'à ce que je disparaisse pratiquement. Cette nuit-là, j'ai posé le trophée sur ma commode et l'ai fixé pendant des heures. Il était magnifique, doré, avec mon nom gravé là pour que tout le monde le voie. Mais dans cette maison, il aurait aussi bien pu être invisible, tout comme moi. À 16 ans, j'avais compris le jeu. Personne n'allait me donner quoi que ce soit, alors j'allais devoir l'obtenir moi-même. J'ai trouvé un emploi à la boulangerie-pâtisserie du coin après l'école, au salaire minimum. Mais chaque euro me semblait être une petite rébellion. La preuve que je pouvais me débrouiller seule. La première chose que j'ai achetée avec mon propre argent fut un téléphone. Rien de sophistiqué, je ne pouvais pas me le permettre, mais un smartphone basique qui fonctionnait réellement et n'était pas maintenu avec du ruban adhésif comme celui que Sophie m'avait donné. Quand je suis arrivée au dîner avec, mes parents ont échangé des regards satisfaits. « Regardez Chloé,
si indépendante, dit ma mère à mon père comme si je n'étais pas assise juste là. Elle est vraiment mature pour son âge. Ce qu'il voulait dire, c'était, regardez, maintenant nous n'avons plus à nous inquiéter pour elle. J'étais devenu le problème de quelqu'un d'autre, le mien. L'année de terminale est arrivée, et je savais exactement ce qui allait se passer. J'avais déjà vu ce film 3 fois. Mathieu avait tous les frais de scolarité payés, plus de l'argent de poche. Joseph a eu le même traitement royal, scolarité, chambre et pension, le tout. Sophie, juste 1 an de plus que moi, a reçu la même générosité. Alors, quand mes parents m'ont demandé de m'asseoir pour parler de mon avenir, j'étais préparée. J'avais économisé chaque euro de mon travail à la boulangerie-pâtisserie, car je voyais ce train s'approcher de loin. Chloé, ma chérie, commença mon père, sa voix ayant cette qualité répétée qui me serrait l'estomac. Nous devons être honnêtes avec toi. Nous avons déjà financé les études de 3 enfants. Nous n'avons tout simplement plus l'argent pour le faire à nouveau. Ils l'ont présenté comme une catastrophe naturelle qui leur était tombée dessus. Pas un choix qu'ils faisaient activement, comme s'ils avaient été frappés par la foudre 3 fois et ne pouvaient plus risquer de sortir. Mais ne t'inquiète pas, ajouta ma mère avec un sourire éclatant qui n'atteignait jamais ses yeux. Tu es si intelligente et travailleuse. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose. Merci pour ce vote de confiance, maman. Vraiment réconfortant. Mais voici le truc, j'ai refusé de laisser leur négligence faire dérailler mes rêves. Je suis passée en mode surmultiplié cette année de terminale. Je me suis transformée en une machine académique. J'ai rejoint tous les clubs qui pourraient avoir fière allure sur les candidatures. J'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux. J'ai donné des cours de maths aux enfants. Je suis devenue, en gros, la candidate parfaite pour une bourse. Et ça a marché. J'ai obtenu une bourse de 70% pour le programme de commerce de notre université d'État, mais cela laissait toujours 30% plus la chambre et la pension, plus les livres, plus tout le reste. Même avec mon travail à la boulangerie-pâtisserie, les chiffres ne concordaient pas. C'est là que j'ai ravalé ce qui me restait de fierté et que j'ai appelé tante Sandrine, la sœur de mon père. Sandrine était différente de mes parents à tous égards importants. Elle n'avait jamais eu d'enfant, mais avait bâti une carrière incroyable dans le marketing. Elle vivait dans une belle maison à environ 1 heure de route et m'avait toujours traité avec plus de gentillesse que mes propres parents. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé son numéro. Tante Sandrine, ai-je dit quand elle a répondu, j'ai besoin de te demander de l'aide pour quelque chose, et je comprendrai parfaitement si tu dis non. J'ai tout expliqué, la bourse, les coûts restants, le refus de mes parents d'aider. J'ai promis de la rembourser dès que possible, avec des intérêts si elle le voulait. Sandrine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit quelque chose qui a fait craquer la digue en moi. Chloé, j'ai vu tes parents te traiter comme une réflexion après coup toute ta vie. Bien sûr que je vais t'aider, et tu n'as pas à t'inquiéter de me rembourser tout de suite. Concentre-toi sur tes études. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un de ma famille me soutenait. J'étais tellement excitée que j'ai couru en bas pour partager la nouvelle que j'avais résolu mon problème de financement universitaire. Mais quand j'ai atteint la cuisine, j'ai trouvé mes parents en train de célébrer avec Mathieu, qui venait d'obtenir son diplôme de sa prestigieuse université privée. Assise dans notre allée se trouvait une toute nouvelle Renault Clio avec un énorme nœud rouge sur le toit. « Félicitations, fiston », disait mon père, le visage rayonnant de fierté. « Tu l'as bien mérité. » Mathieu prenait des selfies avec son cadeau de fin d'études, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Et là, j'étais, debout dans l'embrasure de la porte avec la nouvelle d'avoir assuré tout mon avenir éducatif, mais personne n'écoutait. Puis j'ai eu ce qui était probablement une idée stupide, mais j'avais 18 ans et je me sentais audacieuse. Et, Mathieu, ai-je dit, puisque tu as une nouvelle voiture maintenant, est-ce que je pourrais peut-être avoir ton ancienne ? Elle me serait vraiment utile pour aller au campus. Le regard qu'il m'a lancé, je ne l'oublierai jamais. Comme si je lui avais demandé de faire don d'un rein. Tu es sérieuse ? Je vais vendre cette voiture et utiliser l'argent pour le dépôt de mon appartement. Pourquoi je la donnerais ? Parce que je suis ta sœur, ai-je dit. Et je t'ai aidé avec tes devoirs d'économie pendant 2 ans d'affilée. Il a vraiment ri.
Chloé, tu peux prendre le bus comme tous les autres étudiants. C'est bon pour toi de te débrouiller un peu. Mes parents ont hoché la tête comme si c'était une sagesse parfaitement raisonnable. Il a raison, ma chérie, a dit ma mère, les transports en commun forgent le caractère. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à la façon dont mes parents venaient de dépenser 20 000 € pour une voiture pour Mathieu tout en me disant que prendre le bus forgerait mon caractère. Le message ne pouvait pas être plus clair, je ne valais pas la peine d'être investi. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment livrée à moi-même. L'université fut exactement ce à quoi je m'attendais, moi qui me tuais à la tâche pendant que tout le monde bénéficiait du soutien familial. J'habitais à la maison pour économiser de l'argent, ce qui signifiait prendre 2 bus chaque jour pour aller au campus. Le trajet durait 1 heure dans chaque sens, mais j'étais devenue douée pour faire en sorte que les choses fonctionnent. J'ai étudié le commerce avec une spécialisation en gestion des investissements. Pour payer les livres et les fournitures, j'ai trouvé un emploi dans un café près du campus. Le gérant, un homme plus âgé nommé Walter, semblait vraiment voir quelque chose en moi. Il adaptait mon horaire à mes cours et me laissait étudier pendant les périodes creuses. « Tu iras loin, Chloé », me disait-il. « Je le vois. Tu as cette faim. » Il avait raison à propos de la faim. Pendant que mes camarades de classe faisaient la fête le week-end, je travaillais ou j'étudiais. Je n'avais pas le temps pour l'expérience universitaire dont tout le monde parle. J'avais des objectifs et j'étais prête à tout sacrifier pour les atteindre. Pendant ce temps, la dynamique familiale à la maison est devenue encore plus étrange. Mathieu s'est marié juste après l'obtention de son diplôme, un grand mariage, naturellement avec mes parents qui ont payé toute la facture. Joseph a décidé d'emménager avec sa petite amie et mes parents l'ont aidé à trouver un appartement et lui ont acheté des meubles. Sophie a déménagé ensuite, également avec le soutien parental total pour sa transition vers l'indépendance. Mais voici ce qui m'a vraiment fait mal, même si mes frères et sœurs avaient tous déménagé, ils revenaient constamment à la maison. Dîner de famille tous les dimanches, visites aléatoires en semaine, célébrations de fêtes, et chaque fois qu'ils franchissaient cette porte, mes parents s'illuminaient comme un matin de Noël. Nos enfants préférés sont là, annonçait littéralement ma mère à leur arrivée, sans même essayer de le cacher. Je serais assise là, à la table de la cuisine, faisant mes devoirs, complètement invisible une fois de plus. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. J'avais traversé 4 ans, obtenu mon diplôme avec mention très bien, et j'avais déjà un emploi chez Goldman Sachs. Lorsque j'ai traversé cette scène, mes parents ont applaudi poliment comme s'ils assistaient à la remise des diplômes des enfants de quelqu'un d'autre. 2 semaines plus tard, ils m'ont assise pour une autre de leurs réunions de famille. « Chloé, comment ça mon père, tu as 22 ans maintenant. Nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais Mathieu a vécu ici jusqu'à 24 ans. Joseph a vécu ici jusqu'à 23 ans. Sophie a vécu ici jusqu'à l'année dernière. La réponse de ma mère était parfaitement conforme à leur image, tu as toujours été plus mature, plus autonome. Traduction, nous ne nous sommes jamais souciés de toi en premier lieu, alors partir devrait être facile pour toi. Ils m'ont donné 2 semaines pour trouver un logement et déménager. J'ai trouvé un minuscule studio à l'autre bout de la ville, et le jour du déménagement, il n'y avait que moi et un camion de location. Mes parents n'ont pas aidé, n'ont même pas demandé ma nouvelle adresse. Mais voici où l'histoire prend son tour le plus cruel. Après mon déménagement, mes parents ont cessé de m'inviter aux événements familiaux. Thanksgiving, Noël, Pâques, anniversaire, rien. Pendant ce temps, Mathieu, Joseph et Sophie étaient là pour chaque célébration, publiant leurs photos de famille heureuse sur les réseaux sociaux comme si je n'avais jamais existé. Le premier Thanksgiving après mon déménagement, j'étais assise dans mon studio à manger des plats à emporter tout en faisant défiler les stories Instagram de mes frères et sœurs du grand dîner de famille auquel je n'étais pas invitée. Cela faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Alors, l'année suivante, j'ai décidé de simplement me présenter. J'ai acheté une tarte et je me suis rendue chez mes parents le jour de Thanksgiving. Quand je suis entrée, tout le monde était déjà là. Mathieu avec sa femme, Jacqueline. Joseph avec sa petite amie, Rebecca. Sophie avec son petit ami, Wesley. Mes parents,
tous assis autour de la table de la salle à manger comme un tableau de Norman Rockwell. La pièce est devenue silencieuse quand je suis apparue. Oh, a dit ma mère, visiblement déconcertée, Chloé, nous ne t'attendions pas, j'ai apporté une tarte, ai-je dit, brandissant la boîte comme une offre de paix. C'est gentil, a répondu mon père, et le malaise était suffocant. Je me suis assise à table et c'était comme si j'étais un fantôme. Ils ont tous continué à parler autour de moi de la nouvelle promotion de Mathieu, du programme de master de Joseph, de la dernière exposition d'art de Sophie. Quand quelqu'un m'a reconnu, ce fut avec une fausse politesse qui me semblait pire que d'être ignorée. Alors, Chloé, a dit Sophie avec un sourire forcé, comment va le petit appartement? Ça va, ai-je dit. Tu prends toujours le bus partout, demanda Joseph, et Mathieu ricana. Mes parents sont restés assis, laissant faire. Ne me défendant pas, ne changeant pas de sujet, juste regardant leurs autres enfants se moquer de moi comme si c'était une pièce de théâtre. Après avoir mangé, j'ai aidé à débarrasser la table, j'ai dit au revoir et je suis partie. Personne n'a essayé de m'arrêter ni ne m'a demandé quand ils me reverraient. C'était la dernière fois que je me présentais sans être invitée quelque part. Et ils n'ont plus jamais appelé pour prendre de mes nouvelles après ça. Pas une seule fois. Nous avons tous simplement arrêté. Les années passèrent comme ça. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, j'ai été promue 2 fois, j'ai remboursé chaque sou que je devais à tante Sandrine avec intérêt. J'ai acheté ma propre voiture, une Rolls-Royce Spectre qui coûtait plus de 250 000 €. J'ai acheté un magnifique appartement dans le centre-ville. J'ai voyagé 2 fois en Europe. Je construisais une vie et c'était une sacrée bonne vie. Puis la semaine dernière, 3 ans après ce désastre de Thanksgiving, j'étais à mon bureau, examinant un portefeuille client lorsque mon téléphone a sonné. Chloé, c'est maman. Pas de salutation, pas de « comment vas-tu ?» Juste direct au but. Écoute, ta grand-tante Caroline vient nous rendre visite ce week-end. Elle veut voir toute la famille réunie. Tu dois être là samedi à 18h pour le dîner. Grand-tante Caroline ? Je me souvenais à peine d'elle, une parente éloignée qui vivait à l'autre bout du pays et envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de 5 € quand j'étais enfant. Je ne pense pas pouvoir venir, ai-je commencé à dire. Ce n'est pas une option, Chloé. Elle a spécifiquement demandé à voir tout le monde. Ne nous embarrasse pas, puis elle m'a raccroché au nez. Je suis restée assise, fixant mon téléphone, stupéfaite par l'audace pure. 3 ans de silence radio, et maintenant il voulait que je me présente et que je joue à la famille heureuse pour une vieille tante que je n'avais pas vue depuis mes 12 ans. Mon premier réflexe fut d'ignorer complètement. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à tout ce que ma vie avait changé depuis ce terrible Thanksgiving. J'avais de l'argent maintenant, de l'argent réel. Je réussissais d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et soudain, j'ai eu envie d'y aller, non pas parce qu'il me manquait ou que je voulais renouer, mais parce que je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient ce que j'étais devenue. Je voulais les regarder comprendre que l'enfant qu'ils avaient jeté était maintenant plus réussi que n'importe lequel de leurs précieux favoris. Samedi est arrivé et j'ai passé trop de temps à choisir ma tenue. Je voulais être élégante, mais pas ostentatoirement chère. J'ai opté pour une simple robe noire qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, associée à des bijoux discrets valant une petite fortune. Pour quiconque ne connaissait pas la mode, j'aurais l'air modeste. Pour quiconque la connaissait, il reconnaîtrait la qualité. J'ai décidé de garer ma Rolls-Royce sur le parking du centre commercial près de chez mes parents et de parcourir le reste du chemin à pied. Je voulais contrôler la révélation. Tout cela allait être du théâtre et je dirigeais le spectacle. Marcher vers ma maison d'enfance me semblait surréaliste. Je pouvais voir la Honda de Mathieu et la Toyota de Joseph garées devant, ainsi que ce que je supposais être la Subaru cabossée du petit ami de Sophie. Toutes des voitures assez modestes, comme je m'en souvenais. J'ai sonné à la porte comme une étrangère, ce que j'étais maintenant, je suppose. Mon père a ouvert la porte et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une véritable surprise traverser son visage. Puis le faux sourire est apparu. « Chloé. Tu es venue. Entre. Entre. Tout le monde est si impatient de te voir. » Le salon était bondé. La grand-tante Caroline était petite et très âgée,
assise dans le fauteuil de mon père comme une reine tenant une cour. Elle devait approcher les 90 ans. Mathieu était là avec sa femme, Jacqueline. Joseph avait amené sa petite amie, Rebecca, et Sophie était avec son petit ami, Wesley. Tout le monde, regardez qui est là, a annoncé ma mère comme si j'étais une invitée surprise au lieu de leur fille qui avait été spécifiquement invitée. La grand-tante Caroline a plissé les yeux à travers d'épaisses lunettes. C'est la petite Chloé ? Mon Dieu, tu as bien grandi. Nous nous sommes déplacés vers la salle à manger et je me suis retrouvée coincée entre Joseph et Sophie à l'extrémité de la table. La grand-tante Caroline a eu la place d'honneur à côté de mes parents. Évidemment. Le dîner a commencé et immédiatement mes parents se sont lancés dans leur habituelle séance de vantardise sur Mathieu, Joseph et Sophie. Mathieu avait obtenu une promotion dans son cabinet d'expertise comptable. Joseph terminait son master en éducation. L'art de Sophie avait été exposé dans une exposition locale. Nous sommes si fiers de tous nos enfants, s'est extasiée ma mère auprès de la grand-tante Caroline. Ils ont tous si bien réussi. Pendant ce temps, mes frères et sœurs ont commencé leur petit jeu de me critiquer, mais en le faisant avec des sourires pour que la grand-tante Caroline ne le remarque pas. « Chloé, j'adore ta robe », a dit Sophie gentiment. Elle est si simple, très minimaliste. Je suppose que c'est la tendance maintenant, n'est-ce pas ? Moins c'est plus. Elle essayait de faire passer ma tenue pour bon marché, mais la blague était pour elle. Cette simple robe coûtait plus que son loyer mensuel. Merci, ai-je dit, juste en souriant. Puis Joseph est intervenu. Et, Chloé. J'ai remarqué que tu es venue à pied ce soir. Tu prends toujours le bus partout ? Je me souviens quand tu avais demandé sa vieille voiture à Mathieu une fois. Il a gloussé comme si c'était le souvenir le plus drôle de tous les temps. Mathieu a rejoint le rire. Oh oui. Et maman et papa ont dit que tu pouvais juste prendre le bus comme les autres étudiants. Ça forge le caractère, n'est-ce pas ? Ils trouvaient tous cela hilarant. Même mes parents souriaient au souvenir de m'avoir refusé un moyen de transport de base tout en achetant une voiture neuve à Mathieu. J'ai juste continué à sourire et à manger mon pain de viande. À l'intérieur, je riais de leur pitoyable état. Toujours coincés dans la même maison, les mêmes emplois, la même mentalité étroite, se moquant de moi pour des choses qui s'étaient passées il y a 7 ans. La grand-tante Caroline était restée silencieuse pendant la majeure partie du dîner, se contentant d'écouter et d'observer. Finalement, elle s'est tournée vers moi. Chloé, ma chérie, je remarque que tout le monde a parlé de tes frères et sœurs, mais personne n'a mentionné ce que tu fais. Que fais-tu comme travail ? La table est devenue silencieuse. Je pouvais sentir tous les yeux sur moi. Je travaille pour une société d'investissement, ai-je dit simplement. Goldman Sachs. Le silence qui a suivi était absolument magnifique. J'ai regardé le visage de mon père alors qu'il traitait ce que je venais de dire. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Mathieu, Joseph et Sophie avaient tous l'air confus, comme s'ils n'étaient pas sûrs de devoir continuer à se moquer de moi. Goldman Sachs, a répété la grand-tante Caroline, visiblement impressionnée. Eh bien, ma chère, c'est toute une réussite. Tu dois très bien te débrouiller. Ça va, ai-je dit modestement. Le reste du dîner fut incroyablement gênant. Mes frères et sœurs ne savaient pas comment continuer leur petit jeu de moquerie, et mes parents n'arrêtaient pas de se lancer des regards. La grand-tante Caroline n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon travail, et je pouvais dire qu'elle était sincèrement intéressée. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table, comme au bon vieux temps, mais la dynamique avait complètement changé. Personne ne me traitait plus comme la ratée de la famille. Ils me regardaient tous, essayant de comprendre ce qui avait changé. Eh bien, grand-tante Caroline, ai-je dit, en regardant ma montre, c'était très agréable, mais je devrais probablement rentrer chez moi. J'ai un réveil tôt demain matin. Bien sûr, ma chère, a-t-elle dit. C'était merveilleux de te revoir. Tu dois venir me rendre visite un jour. Mes parents se sont immédiatement levés. Nous allons te raccompagner, a dit ma mère d'un air enjoué. Prendre l'air frais. Bien sûr qu'il le ferait. Il voulait maintenir l'acte de la famille heureuse jusqu'à la toute fin. Alors toute la troupe m'a suivi dehors.
Mes parents, Mathieu et Jacqueline, Joseph et Rebecca, Sophie et Wesley. Ils discutaient et riaient, s'attendant probablement à me voir descendre la rue jusqu'à l'arrêt de bus. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers ma Rolls-Royce. Le silence qui est tombé sur le groupe était absolument parfait. J'ai déverrouillé la voiture avec ma télécommande, et le petit bruit subtil a semblé résonner dans le quartier tranquille. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai roulé jusqu'à l'endroit où ils se tenaient tous sur la pelouse comme des statues de jardin. J'ai baissé la vitre. Mon père restait là, la bouche ouverte. Finalement, il a réussi à bégayer, « Cette voiture. Cette voiture coûte au moins 250 000 €. Ma mère a littéralement halté. Le visage de Sophie était devenu complètement blanc. Mathieu et Joseph fixaient la voiture avec un mélange de choc et d'envie qui était absolument délicieux. J'ai souri à tous. Oh, cette vieille chose. Ce n'est rien comparé à mon appartement dans le centre-ville. Les regards sur leur visage quand ils ont réalisé que je possédais à la fois une voiture à $250 000 et mon propre appartement étaient inestimables. Ils sont tous restés là, pâles et sans voix. J'ai remonté la vitre et je suis parti, les regardant dans mon rétroviseur. Ils étaient toujours là, comme des statues, me fixant. Meilleure soirée de samedi que j'ai eue depuis des années. Dimanche matin, je me suis réveillé en pleine forme. Je me suis préparé un bon petit déjeuner, j'ai mis ma tenue de course et je me suis dirigé vers le jardin du Luxembourg pour ma course habituelle du week-end. Le temps était parfait, et j'étais toujours euphorique de la nuit précédente. À mi-parcours de ma course, mon téléphone a commencé à vibrer comme un fou. D'abord ma mère, puis mon père, puis Mathieu, puis Joseph, puis Sophie. Appel après appel après appel. J'ai ignoré chacun d'eux et j'ai continué à courir. Après ma course, je me suis offert un brunch dans ce charmant petit café près du parc. C'est là que j'ai enfin regardé mon téléphone. 23 appels manqués et environ 15 messages textes, tous de ma famille. Les messages étaient hilarants. Soudain, tout le monde était super poli et intéressé à renouer. De maman, Chloé, ma chérie, nous devrions nous retrouver bientôt et rattraper le temps perdu. J'aimerais beaucoup voir ton appartement. De Sophie, salut ma sœur, je pensais que nous devrions passer plus de temps ensemble. Peut-être faire du shopping un jour. J'adorerais voir ta maison. De Mathieu, salut Chloé, c'était super de te voir hier soir. Nous devrions déjeuner bientôt et parler de ton travail. Très impressionnant. De Joseph, Chloé, mon Dieu, je n'avais aucune idée que tu allais si bien. Nous devrions absolument rester en contact. Un café un de ces jours. Même papa a envoyé un message, Chloé, ta mère et moi sommes très fiers de toi. Nous devrions dîner ensemble bientôt. Juste en famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai commandé un autre café et j'ai apprécié de regarder les gens passer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti complètement libérée de la manipulation de ma famille. 2 semaines passèrent. Les appels et les SMS continuaient d'arriver, de plus en plus désespérés à chaque fois. Ma mère a commencé à laisser des messages vocaux sur à quel point ils me manquaient et à quel point ils avaient toujours su que j'étais spéciale. Mathieu a commencé à parler d'investissements familiaux et à demander des conseils financiers. Sophie a suggéré que nous fassions un voyage de sœurs quelque part de cher. J'ai tout supprimé sans répondre. Puis un soir, en quittant le travail, j'ai vu 2 silhouettes familières debout à côté de ma voiture dans le parking souterrain. Mes parents. Chloé, a crié ma mère quand elle m'a vue. Nous t'attendons. J'ai soupiré. D'accord. Il y a un café de l'autre côté de la rue. Nous pouvons y parler. Nous avons marché jusqu'au petit café en silence. J'ai commandé mon latte habituel. Ils ont pris un café basique. Nous nous sommes assis à une table dans un coin et j'ai attendu qu'ils commencent à parler. Chloé, commença ma mère, nous voulons que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi. Tu as toujours été si indépendante, si déterminée. Nous savions que tu ferais quelque chose de ta vie. J'ai failli éclater de rire. Nous avons fait des erreurs quand tu étais plus jeune, a poursuivi ma mère. Nous le réalisons maintenant, mais nous voulons arranger les choses.
Nous voulons que tu fasses partie de la famille à nouveau. Je me suis contentée d'attendre la vraie raison de leur présence ici. Le fait, a poursuivi ma mère, Mathieu s'apprête à demander Jacqueline en mariage, et ils veulent un grand mariage. Et Sophie est avec Wesley depuis 3 ans maintenant, alors ils vont probablement se fiancer bientôt aussi. Ça y était. Les mariages sont chers, a dit mon père. Et puisque tu réussis si bien financièrement, nous pensions que tu pourrais peut-être nous aider. Tu sais, comme un moyen de renouer avec la famille. Aider comment, ai-je demandé, même si je savais exactement où cela menait. Eh bien, si tu pouvais contribuer aux frais de mariage, cela aiderait vraiment Mathieu et Sophie à démarrer leur mariage, et cela montrerait que tu t'engages à faire partie de cette famille à nouveau. Je les ai regardés longuement. Puis j'ai éclaté de rire. Vraiment rire. Le genre qui fait se retourner les gens aux autres tables. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous voulez que je paie les mariages de Mathieu et Sophie pour que je puisse regagner ma place dans une famille qui m'a chassé, m'a ignoré pendant 3 ans et n'a jamais rien eu à faire de ma réussite jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais de l'argent. Mes parents avaient l'air mal à l'aise. Ce n'est pas ça, Chloé. C'est exactement ça, ai-je dit en me levant. Et voici ce qui est vraiment drôle. Vous n'arrêtez pas de dire que vous avez toujours su que je réussirais, mais si c'était vrai, vous m'auriez mieux traité quand j'étais enfant. Vous m'auriez soutenu comme vous avez soutenu Mathieu, Joseph et Sophie. Vous m'auriez invité au dîner de famille au lieu de me laisser manger seul des plats à emporter pendant les vacances. Les yeux de ma mère se sont embués. Nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Non, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Vous ne pouvez pas, parce que je ne veux pas arranger ça. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui ne m'auraient jamais donné. J'en ai assez. Je suis sortie de ce café et je n'ai jamais regardé en arrière. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque. La réponse est non. On ne peut pas manquer quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Ma famille ne m'a jamais vue comme une personne digne d'être aimée. Ils m'ont vue comme un fardeau ou un compte bancaire, selon ma valeur nette. J'ai 29 ans maintenant. Je vis dans un bel appartement à Paris. Je conduis une voiture dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Je suis entourée de gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. La meilleure vengeance n'est pas toujours de rendre l'appareil. Parfois, c'est juste de bien vivre et de laisser les gens qui ont douté de vous regarder depuis le banc de touche pendant que vous construisez quelque chose de beau sans eux. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que parfois, la famille que vous construisez pour vous-même a plus de valeur que celle dans laquelle vous êtes né. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur lorsque les autres ne la voient pas. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous élever au-dessus de cela.